C'est la question que tout le monde va se poser cet après-midi. Que peut-il se passer lundi à partir de, on va dire, 18h? Et ce fameux vote de confiance, ce serait la remontada politique la plus imprévue et imprévisible de l'histoire. Là, c'est fini pour... Ah non, mais là, je veux bien qu'on a connu ces dernières semaines des scénarios improbables, mais là, c'est vraiment improbable. Là, c'est vraiment improbable. François Bayrou va faire ses valises demain à partir de 18h. Vers 19h, à l'annonce du vote, François Bayrou deviendra Premier ministre démissionnaire. Alors moi, ce qui me plaît, non pas dans cette instabilité, parce que l'instabilité n'est jamais une bonne chose. Et d'ailleurs, je le dis depuis vendredi, on sait ce qu'on perd. C'est comme en amour, on sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on retrouve. Et dans cet univers médiatico-politique bien pensant, on est en train d'envisager un Olivier Faure ou un membre du PS. La France n'a jamais été autant à droite et on imagine un Olivier Faure. Mais bon, donc c'est pour ça que je vous dis, il faut faire très attention dans cette situation-là. En revanche, ce qui me plaît, c'est que pour la première fois, c'est l'impression que j'ai, mais c'est surtout la preuve par les chiffres, les députés vont être raccord avec la volonté des Français. Pourquoi je vous dis ça? Le Figaro vendredi a publié un sondage. Si vous étiez député, voteriez-vous la confiance à François Bayrou? Et vous avez 76% des sondés qui répondent eh bien non, qu'ils ne voteraient pas la confiance de François Bayrou. Et c'est 3 points de plus qu'après le 28 août, c'est-à-dire son grand entretien où c'était d'ailleurs dimanche dernier, où Sonia Mabrouk a été extraordinaire. Alors Éric Revel, c'est vrai que pour la première fois, les députés vont écouter les Français. Oui, les députés vont écouter les Français. Alors, ce qui peut se passer quand même, il faut compléter, un Premier ministre démissionnaire reste en poste. Bien sûr. Et un gouvernement démissionnaire reste en poste, c'est-à-dire qu'ils vont traiter les affaires courantes. Donc, finalement, Bayrou peut rester en poste. Alors, certains disent, les spécialistes, que ça va aller très vite, d'autres que ça peut prendre son temps. Bon, maintenant, qui va être nommé Premier ministre? Moi, je pense que quel que soit le cas de figure retenu par le chef de l'État, le budget doit être voté. Il n'y aura jamais une majorité pour voter ce budget. Donc le prochain Premier ministre, à moins qu'il annonce, et là la France saute du précipice, une augmentation des dépenses publiques, de toute façon le budget ne sera pas voté et le gouvernement sera renversé, quel que soit le Premier ministre. Donc la vraie question qu'on doit se poser quand même, c'est est-ce que le chef de l'État, dans cette configuration-là, une fois qu'il a épuisé la dernière munition d'un dernier Premier ministre, il va pas en griller 5 en un mois. Quelle est la solution pour sortir de cela sans abîmer les institutions de la Ve République? C'est peut-être son départ. On va en parler avec les auditeurs 01 80 20 39 21. Qu'attendez-vous dans les prochains jours? Parce que on peut craindre aussi une semaine explosive. Et il y a le vote de confiance le 8 septembre. Et puis il y a aussi cette fameuse mobilisation du 10 septembre, bloquons tout, qui a été préemptée désormais par la gauche radicale et par la France insoumise. J'ouvre une parenthèse, je ferme une parenthèse très rapidement, je l'ouvre. Je vous disais sur l'affaire et le scandale de France Inter, CNews, on a été les seuls à en parler dans les chaînes d'information. Hier soir, lors des Pro 2 Week-end, 20h, 21h, record historique. Record historique. Donc merci, parce que je sais qu'il y a des auditeurs d'Europe 1 qui nous suivent aussi sur CNews. Donc merci aux auditeurs, merci aux téléspectateurs. Mais c'est le signe que quand vous mettez la poussière sous le tapis, vous n'êtes pas au plus près de ce que pensent et ce que ressentent les Français. Peut-être falloir se réveiller un petit peu. Alexandre Chauveau est avec nous, journaliste d'Europe 1. Cher Alexandre, bonjour. Vous avez suivi la rentrée politique de Marine Le Pen. Marine Le Pen qui se prépare donc au vote de confiance et peut-être à une dissolution, Alexandre ? Oui, c'est en tout cas ce qu'elle a réclamé à Emmanuel Macron. Elle était à Hénin-Beaumont, rentrée politique dans son fief, avec un discours, vous vous en doutez, très offensif à l'égard du Premier ministre, du Président de la République et de la Macronie en général. Elle les juge tout simplement responsables de la crise politique actuelle et du spectacle, je cite, pathétique offert aux Français. Nous vivons les pires heures de la 4ème République, analyse Marine Le Pen. Voilà pour le constat. Sur le vote de demain, maintenant, je vous propose de l'écouter. Marine Le Pen se projette déjà dans l'après-Bayrou. Elle appelle Emmanuel Macron à dissoudre l'Assemblée et le met en garde s'il décidait de poursuivre avec un nouveau Premier ministre. Écoutez. Il m'apparaît aujourd'hui inenvisageable qu'à tout le moins, il ne rappelle les Français aux urnes pour désigner une nouvelle Assemblée. La décision lui appartient. Mais si le président décide de gagner du temps et de nommer un nouveau Premier ministre, il faut que ce dernier ait bien conscience que nous resterons inlassablement
les avocats des intérêts de la France et des Français. Sans prise en compte de ses aspirations, il sera lui aussi censuré. Voilà, Marine Le Pen pose déjà ses conditions pour l'hypothétique successeur de François Bayrou, mais la présidente des députés RN pousse malgré tout pour une dissolution qui seule serait capable, selon elle, de redonner un élan au pays. Cela représenterait pour elle un impératif démocratique. Écoutez à nouveau Marine Le Pen. Nous ne sommes pas comme vous. Notre boussole n'est pas et ne sera jamais notre intérêt personnel. Notre boussole, c'est l'intérêt de notre pays et de notre peuple. Et nous ne les sacrifierons jamais à notre confort personnel ou à notre carrière. Je suis prête à sacrifier tous les mandats de la terre pour vous empêcher de massacrer les Français avec vos politiques absurdes et vos pseudo-économies injustes et toxiques. Voilà, ce qu'espère au fond Marine Le Pen, c'est que le RN ne subisse plus le Front républicain de l'an dernier. Elle a dit et répété qu'elle était prête à gouverner et que la France ne pouvait plus se permettre d'attendre davantage au regard de la situation budgétaire très difficile dans laquelle le pays se trouve. Merci beaucoup Alexandre Chevaux depuis Hénin-Beaumont. Je me tourne vers vous, Éric Revel, vous avez dit qu'il faut le décrypter. Oui, parce que c'est important, me semble-t-il, ce que vient de dire Marine Le Pen, parce qu'en cas de dissolution, avec le fait judiciaire qui la touche, elle ne pourrait pas, ou dans des cas très particulier, être de nouveau candidate et donc elle perdrait son mandat de députée, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, elle joint la parole à l'action. Là, c'est pas qu'une parole politique. Dissolution, elle la veut, jusque et y compris si elle condamne son propre mandat à l'Assemblée nationale. Et elle a cet argument qui est fort quand même, qui est de dire finalement le destin politique, y compris le mien, entre parenthèses, importe peu face à l'avenir de la France. Sébastien Ligné, qui vous suivez souvent la droite et notamment aussi le Rassemblement national. De toute façon, si vous regardez un petit peu l'état du paysage politique, le seul parti qui serait vraiment bénéficiaire en cas d'une nouvelle dissolution et d'élections législatives, c'est le Rassemblement national. Pourquoi vous dites ça? Parce que le Front républicain, vous n'y croyez plus? Déjà, les sondages montrent que quand vous avez demandé à des électeurs de droite ou du centre-gauche, est-ce que vous retomberiez dans le piège du Front républicain, vous avez une majorité qui vous explique qu'ils ne referont pas la même erreur deux fois. Ne sous-estimez pas le système médiatique. J'entends, mais dans tous les cas, je ne vois pas un Front républicain aussi fort que la dernière fois. Vous n'imaginez pas Gabriel Attal dire, moi, au second Et dans cette émission, on vous donne la parole, comme Jean-Michel qui nous a appelé au 01 80 20 39 21. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Monsieur Elliott Deval et bonjour à toute votre équipe sympathique et à tous les auditeurs d'Europe 1. Eh ben, écoutez, on est avec Éric Revel et Sébastien Ligné, la nouvelle génération de journalistes pour Éric Revel, l'ancienne génération pour Sébastien Ligné. Vous êtes gentil. C'est un plaisir d'être avec vous, cher Jean-Michel. Je sais que vous voulez parler de Jean-Luc Mélenchon. Lui, il rêve du grand soir, hein, Jean-Luc Mélenchon. Alors, je vous propose de l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, hier, très offensif depuis la braderie de Lille. Il dit, vraiment je résume rapidement, le 8, François Bayrou tombe, et le 10, c'est au tour de Emmanuel Macron.
Le 8, nous pensons, quant à nous, que ce sera le jour où nous ferons partir, grâce à la mobilisation populaire qui s'annonce pour le 10, le Premier ministre, M. Bayrou, mais le 10, nous bloquons tout pour faire partir M. Macron lui-même, car c'est lui qui est le responsable de la crise. Il veut le grand soir ou pas, Jean-Luc Mélenchon? Vous en pensez quoi, Jean-Michel? Alors, un premier commentaire, là où je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, et ça sera le seul point, c'est effectivement sur sa position vis-à-vis du départ d'Emmanuel Macron, mais bien évidemment pour des raisons différentes. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. 70% à peu près des gens sont favorables à des mesures contre l'immigration. Est-ce à dire que Monsieur Jean-Luc Mélenchon ne tient pas compte de la majorité? Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne Emmanuel Macron, voilà un président de la République qui a été élu, je ne le conteste pas, qui a dissous l'Assemblée nationale. En revanche, c'est pas Macron que je l'appellerais, c'est Micron. Ça veut dire petit. Macron, ça veut dire grand en grec. Et là où c'est amusant, c'est qu'il n'est pas grand parce que De Gaulle, quand il a été désavoué par le peuple français, eh ben il est parti. Monsieur Macron ne tient absolument pas compte de l'opinion publique et si c'était un grand président démocrate, il démissionnerait de lui-même. Ça, c'est la première des choses. Sur la deuxième des choses, il est bien évident que si on dissout l'Assemblée nationale pour retomber sur ce sur quoi on est tombé, ça ne sert à rien. La politique ne sera pas appliquée pour la plus grande volonté des Français, et ça, c'est une atteinte à la démocratie. Le seul moyen de vérifier tout ça, mais encore faut-il, soit je crois, les 2/3 des voix pour l'ensemble Assemblée nationale, Sénat, c'est la votation, quand je dis la votation, c'est un terme suisse, mais c'est le référendum. Et il faudrait faire un référendum. On aurait là ainsi, aux yeux de tout le monde, que ce soit Mélenchon, la droite, la gauche, le centre modéré. Un référendum? Vous voulez faire un référendum sur quoi? Je comprends pas, Jean-Michel. Pardonnez-moi, hein. Sur les migrations. Ah, sur la question la question migratoire. C'est la proposition. C'est la proposition et c'est ce qui a initié Philippe de Villiers. Alors pour tout vous dire, cher Jean-Michel, Philippe de Villiers, je pense que je l'ai au téléphone déjà quotidiennement, mais si je peux l'avoir 10 fois dans la journée, je l'ai 10 fois dans la journée. Et je ne connaissais pas cette proposition de Philippe de Villiers. Et j'ai découvert ça quelques heures avant l'annonce officielle et la publication sur le site du journal du dimanche. C'est au moment où hier soir, Jules Torres du journal du dimanche est venu teaser le JDD que j'invite les auditeurs d'Europe 1 à lire, bien sûr, ce dimanche. Mais il faut évidemment redonner la parole aux Français, vous avez entièrement raison, avoir la possibilité d'avoir c'est au nom du peuple, pour le peuple, par le peuple. C'était la volonté des Gilets jaunes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cette colère. Mais il faut faire attention aussi à ce que cette colère ne soit pas préemptée par l'ultra-gauche. Regardez par exemple mercredi le 10 septembre, ça devait être un grand mouvement national avec des Français de tout horizon. Au final, c'est la gauche radicale, c'est la France insoumise qui aujourd'hui est en train d'alimenter tout cela. Ça vous inquiète d'ailleurs la semaine prochaine ou pas, Sébastien Ligné? En tout cas, le renseignement est assez inquiet parce qu'ils nous expliquent dans leur dernier fiche qu'ils tapent sur environ 100 000 manifestants, ce qui paraît pas énorme, c'est l'équivalent d'un 1er mai, mais ils expliquent que ça dépend du profil de ces 100 000 personnes. Si c'est 100 000 syndiqués, on ne risque pas grand-chose. Si parmi ces 100 000, il y en a une grande partie qui sont des casseurs, des black blocs, qui ont été formés ou qui ont été accompagnés par l'ultra-gauche, j'ai peur que 100 000 personnes suffisent à créer une bordélisation, créer des scènes de violence très importantes. Donc je suis modérément inquiet. Je pense qu'il n'y aura rien de citoyen dans cette mobilisation. En revanche, c'est bien la première fois depuis 11 heures vous êtes modéré. En revanche, j'ai peur que la reprise en main de ce mouvement par la France insoumise crée des heurts. On va demander à un homme qui mobilise les Français, des Français en colère. Alexandre Jardin, le porte-parole et l'égérie des gueux. Mais c'est un beau terme, c'est vous qui avez lancé ce mouvement. Vous dites quoi sur le 10 septembre? Vous vous mobilisez ou pas, Alexandre?
C'est très exactement le contraire de la démarche des gueux. C'est ce que je dis ce week-end dans le Figaro Magazine. La récupération par les partis, c'est ce dont rêve Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il rêve d'un peuple divisé. Et c'est très exactement ce que lui offre sur un plateau Jean-Luc Mélenchon dans cette tentative ahurissante de récupération. Donc les gueux, ça n'est pas du tout notre affaire. Nous, on est convaincus que pour faire gagner le peuple, il faut l'unir. Et c'est ce qu'on fait cause après cause. Là, on se bat pour la facture d'électricité. Je pense qu'on va gagner et que la première manche, parce que François Bayrou, visiblement, contrairement à ce qu'on craignait vraiment, ne va pas signer le décret avant de tomber il n'aura pas le temps. Demain. Lundi, 18h, il fait ses valises. Je sais. Non, mais c'est pour ça que je prie. Parce que je ne veux pas que les Français aient à payer une facture double. Mais pour ça, il faut unir la France. L'unir sur des causes d'intérêt général. Et c'est ce qu'on a fait pour faire tomber les ZFE à l'Assemblée. C'est ce qu'on a fait pour d'abord que Bayrou ne signe pas ce papier en unissant les métiers, l'ensemble des professions impactées. Et puis c'est ce qu'on va continuer à faire. Donc c'est le contraire du 10. Ensuite, il y a un autre problème. Même si évidemment je comprends la colère populaire devant un système déconnecté, c'est un mystère pour personne. Évidemment qu'on la comprend. Mais le principe de mettre à l'arrêt un pays qui est déjà bloqué me paraît un peu farfelu. Toute la question, c'est comment on redémarre. Non, mais c'est surtout qu'est-ce qui peut se passer après. Parce que s'il y a des violences, si c'est grave ce qui se passe mercredi, moi, depuis le début, j'hallucine avec cette histoire, depuis que c'est préempté et récupéré par la France Insoumise. Imaginez un seul instant la droite radicale qui vous explique qu'ils vont tout bloquer. Pourquoi pas saccager, casser, avoir des actions coup de poing ici et là en France, mais vous auriez tous les médias, évidemment. Il y aurait une unité nationale, le fameux cordon sanitaire. Donc j'attends de voir ce qui va se passer mercredi. Cher Alexandre, j'espère vous voir un jour dans le studio d'Europe 1 un week-end, parce que ça me ferait plaisir déjà de vous avoir. Et puis maintenant le temps défile, et il est temps de se dire au revoir. Alexandre, merci beaucoup. Belle journée. Belle journée à vous. Les amis, il est quelle heure? 10h55. 1h-5, c'est bien. On remercie quand même nos invités. Ça va une vitesse cette émission. On remercie nos invités en studio quand même. Les journalistes Éric Revel. On y est comme chez nous. Éric Revel, revenez le week-end prochain. Sébastien On aime bien vous avoir. Oui, j'ai cru comprendre tout au long de cette émission que vous aimiez beaucoup les intervenants extérieurs, peut-être un peu plus que moi. Vous êtes un peu jaloux. Un petit peu, mais c'est pas grave, j'en reviendrai avec plaisir. Je vous aime tellement. Et Elliot Deval-et-vous, en tout cas, ça revient la semaine prochaine. Merci à toutes les équipes en régie. Loïc Vimard, Alexis de la Fléchère, Valérie Danan, bien sûr. Merci aussi, alors là, c'est les constructeurs de pépites, c'est les architectes, Emma, Christopher, qui travaillent à une vitesse folle, et c'est eux qui nous permettent d'avoir toutes les séquences que vous avez entendues pendant 2 heures. Merci à vous, bien sûr, Estelle Lafont. C'est vraiment très agréable de travailler avec toute cette équipe. C'est une belle petite bande. On va poursuivre chaque week-end ensemble de 11h à 13h les samedis et les dimanches, et de 11h30 à 13h le vendredi. Ils ne veulent pas en parler. Ici, on en parle justement. Ça les dérange peut-être, ce fameux système médiatique. Merci à tous.